Salut à tous, on parle aujourd'hui d'une carte mère B550 qui est relativement peu connue ou en tout cas peu représentée sur internet. Il s'agit de la B550 Extreme 4 de ASRock. Pourquoi est-ce qu'elle est sous-représentée? Eh bien tout simplement parce qu'il y a la B550 Steel Legend et la B550 PG Velocita qui ont la même base. Donc une fois que vous avez fait la review d'une de ces cartes, et ben la Extreme 4 c'est pratiquement pareil. Donc découvrons sans plus attendre cette carte mère B550 ASRock Extreme 4 que j'ai pu tester pendant les dernières semaines assez profondément. Et je vous avoue, je suis plutôt satisfait. Son prix actuel est de 200 €, ce qui va être tout à fait convenable pour les prestations de cette carte. Ah oui, et n'oubliez pas de venir vous asseoir quand même, c'est important de ne pas se fatiguer. Pour être tout à fait transparent avec vous, je tiens à vous préciser que ASRock m'a envoyé cet exemplaire de test gratuitement. C'était pas non plus une sollicitation de leur part, c'est moi qui suis allé les chercher pour ce modèle spécifique car je le trouvais assez stylé, avec une belle couleur et avec des fonctionnalités qui m'intéressaient. Après bien sûr, ça ne change pas mon jugement qui reste objectif dans les avantages comme sur les défauts et n'est absolument pas manipulé par la marque. Avant de parler de carte mère, parlons un peu de packaging. La boîte est faite d'un premier carton recouvrant la vraie boîte où se situe la carte mère, qui est une implémentation que j'aime pas forcément. Souvent ce carton se déchire et il est difficile à maintenir en état après quelques sorties de cartes. Après c'est pas un cas qui va forcément vous affecter de votre côté, une fois que c'est dans le build, c'est dans le build, mais moi qui les sors un petit peu tout le temps, ben ça me fait un petit peu de la peine de les voir en mauvais état. Pas les cartes mères, hein, les boîtes. Je préfère quand le packaging est à même la boîte, c'est plus résistant, un peu comme on retrouve chez d'autres marques. À l'intérieur on retrouve du classique, les manuels d'utilisation, le CD d'installation pour ceux qui utilisent encore les CD, deux vis M.2 supplémentaires, une carte postale à envoyer à votre grand-mère pour lui dire combien vous êtes fier de votre carte mère. On trouve aussi les 4 câbles SATA classiques, 2 en angle de droit et enfin des straps pour le cable management qui est une addition plutôt utile. Par contre ici il y en a seulement 2 donc ça remplacera pas l'utilisation des zip ties. Ah oui, j'allais oublier, on retrouve bien sûr la carte mère aussi à l'intérieur. En parlant de carte mère, cette Extreme 4 a pour moi un style qui est vraiment sympa. Ce gris un peu violet mélangé à ce bleu la rend unique et différente de tout ce qu'on trouve sur le marché. On n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire ici, mais je trouve que ça dénote un petit peu et j'aime bien ça. Avec les LED que l'on peut contrôler via le BIOS ou encore leur logiciel polychrome, ça met bien en valeur la carte mère. Après ça reste vraiment subjectif, hein. Mais niveau style, la combinaison de bleu, de gris et de noir combiné au renfort plastique, eh bien je suis sous le charme. Si on revient un petit peu sur les fonctionnalités, cette carte mère ASRock nous propose pas mal de fonctionnalités et de ports pour une carte mère de cette classe là. Pour ce qui est de la mémoire RAM, on a 4 slots compatibles dual channel avec XMP pour en monter un total de 128 Go de mémoire à la fréquence maximale de 4733 MHz, ce qui vous laisse un choix plutôt large en ce qui concerne la mémoire. Si on descend un petit peu plus bas sur la carte mère, on retrouve 3 ports M.2. Un port M.2 compatible PCI Gen 4, un port compatible PCI Gen 3 et un port M.2 permettant d'accueillir une puce Wi-Fi qui ne sera pas compatible avec du stockage. C'est un petit plus qui est sympa, mais j'aurais aimé que cette partie-là soit recouverte parce qu'on va dire que les cartes Wi-Fi M.2, eh ben c'est pas des championnes dans le style quoi. Puis ça va faire un petit peu brouillon dans l'esthétisme de la carte mère. Heureusement qu'on a des GPU qui sont assez gros maintenant, ça va venir cacher tout ça. Un autre petit bémol à ce niveau-là, c'est que j'aurais préféré que le refroidissement du M.2 ne nous oblige pas à enlever toute la grosse partie sur la carte mère. Ça va être bien pour le refroidissement, mais à l'usage c'est un peu plus compliqué quand même, surtout qu'il faut forcer un petit peu pour l'enlever parce qu'en dessous il y a le chipset qui est bien accroché sur ça. On aura bien sûr pour le stockage additionnel 6 ports SATA 6 Gb à notre disposition. En ce qui concerne les ports PCI Express, on en retrouve 4 ici. Un port PCI x16 en PCI Gen 4 qui est au milieu de la carte mère qui va être le port principal sur lequel on va brancher notre carte graphique ou d'autres autres choses qu'on veut mettre dessus. Un port PCI x16 en Gen 3 et attention ici, si jamais vous avez un GPU de branché sur le premier, et bien celui-ci passant x4. On a aussi 2 ports PCI en x1 si vous mettez des petites cartes d'acquisition ou d'extension diverses. A noter que les 2 ports PCI x16 sont renforcés si jamais voilà vous avez une carte graphique qui est un peu lourde, et bien pas de souci pour ça. Attention par contre, cette carte mère n'est pas compatible avec le SLI de Nvidia, elle l'est seulement avec le Crossfire de AMD. Après vu le support actuel du SLI dans les jeux vidéo, je suis pas sûr que ça en impacte beaucoup d'entre vous. Après si vous faites un SLI de 3090, bon, peut vous permettre peut-être de passer sur une carte mère un peu plus chère. Concernant les ventilateurs sur cette carte mère, on retrouve la configuration suivante. Un header CPU fan, un deuxième header CPU fan ou soit pompe de water cooling et enfin 5 headers 4 broches permettant de brancher tous vos autres ventilateurs ou soit qui peuvent doubler en tant que water pump. C'est une bonne sélection de ports ventilateurs, mais attention pour ceux qui aiment mettre 3 ventilateurs en façade, 2 en haut et 1 à l'arrière, et bien il va vous manquer tout simplement un port ventilateur. Donc si vous avez cette configuration et que ce n'est pas lié à un all-in-one water cooling, et bien il va falloir prévoir des splitters. Ensuite si vous mettez autant de ventilateurs, vous allez très certainement avoir besoin de RGB et là la carte propose
2 ports RGB 4 pins 12 volts et 2 ports RGB 3 pins 5 volts. On rappelle que les 3 pins 5 volts sont ceux qui sont adressables RGB. Donc pour tout ce qui est dégueulis de couleur, ça devrait pas poser de problème ici. Pour les ports USB internes de la carte mère, et par interne je veux pas dire ceux qui sont à l'arrière, mais vraiment sur la carte mère, on retrouve 2 USB 2 2.0, un port USB 3.2 et un port USB 3.2 format type C qui va être bien pour vraiment s'accommoder à toutes les cases. Parce que si vous avez un port USB-C sur le boîtier mais vous n'avez pas ce port sur votre carte mère, eh bien vous n'allez pas pouvoir en faire grand chose. Pour tout ce qui est debug de votre système en cas de panne ou de problème, on retrouve un Q-code qui est en bas de la carte mère et qui s'éteint au moment de booter. C'est important de le mentionner parce que pour certains ça ne s'éteint pas et je trouve ça relativement dommage. Si vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qui est très utile en cas de problème parce que le petit écran va vous afficher un code que vous allez pouvoir chercher dans votre manuel de carte mère. Et à ce code, il y a une erreur bien précise qui va nous permettre un petit peu de débugger ou savoir quel composant ne marche pas correctement. Enfin bon, c'est quand même plus sympa et plus précis que le système de LED qu'on retrouve généralement dans les cartes mères de ce prix-là. Accompagné de ça, on va avoir deux petites choses que j'aime beaucoup, le bouton Power et le bouton Reset, qui permettent, comme leur nom l'indique, si la carte mère est branchée, de démarrer le système ou soit de le relancer. Ces boutons-là, c'est quand même plus sympa que d'avoir à court-circuiter les pins de la carte mère, histoire de la faire démarrer. Et c'est l'un des points pourquoi j'ai choisi cette carte mère et pourquoi elle fera partie de mon banc de test Ryzen. Comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter, je clique sur un bouton et c'est démarré. Mais cette fonctionnalité peut aussi vous servir à vous, parce que généralement quand on monte un PC, on monte les principaux composants en dehors du boîtier et on commence à le tester directement ici. Comme ça, s'il y a le moindre problème, il y a la moindre chose à démonter, eh bien c'est plus facile que de devoir enlever tout ce qu'il y a dedans et de refaire une deuxième fois toute cette étape. Et oui, je parle de mon expérience, mais c'est pas arrivé qu'une fois malheureusement. Pour tout ce qui est CPU, cette carte mère sera compatible avec tout ce qui est 3e et 5e génération de Ryzen. Attention tout de même, il faudra mettre à jour le BIOS pour les Ryzen 5000. Mais par contre ici, il n'y a pas de BIOS flashback comme on a pu le voir sur d'autres cartes mères. Et c'est très dommage je trouve. On pourra aussi mettre des APU sur cette carte mère, mais attention ici, c'est compatible uniquement avec les APU Renoir sur les Ryzen 4000. Attention par contre, les puces 3200G et 3400G ne marcheront pas ici. C'est simplement que pour ces CPU là, ce sont des cœurs Zen Plus et non pas Zen 2. Donc forcément, ça ne marche pas avec cette carte mère là. Donc faites bien attention et ne vous trompez pas. Pour alimenter ce CPU, on a une configuration en 12+2 au niveau des étages d'alimentation qui sont des Dr Moss en 50 ampères. Donc normalement ici pas de souci, cette carte mère devait prendre sans souci les overclocks sur n'importe quel CPU Ryzen compatible. Le refroidissement qui est dessus n'est pas les plus massifs, mais ça suffira largement pour ces VRM là. À l'arrière de la carte mère, on retrouve les ports suivants: un port HDMI, un port PS2 pour brancher vos claviers et vos souris qui sont un petit peu anciennes, deux ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB 2, deux ports 3.2 Gen 2 avec un USB-C, encore deux ports USB 2, un port Ethernet 2,5 Go, deux trous pour installer des antennes Wi-Fi qui auront avec la carte Wi-Fi dans le port M.2 qui n'est pas fourni dans ce bundle, je le rappelle, et enfin toutes vos sorties audio. Donc c'est une bonne sélection à l'arrière, on retrouve quand même 7 ports USB-A, ce qui limitera grandement votre besoin en extension USB. En ce qui concerne le BIOS de ASRock, il est classique et sans fioriture, on ne trouvera rien de très spécial ici, vous aurez de quoi faire vos courts ventilateurs, de quoi faire votre overclock, mais après pas de choses vraiment spéciales. A noter que cette carte mère là n'a pas d'overclock assisté par intelligence artificielle, ce qui personnellement me dérange pas forcément parce que j'overclock manuellement. Mais bon, c'est à considérer si jamais c'est quelque chose que vous voulez absolument. Pour ce qui est de l'overclock sur cette carte mère, on a utilisé un Ryzen 3600 qui oui n'est pas un des CPU les plus puissants et ni un des plus difficiles à faire, mais on a quand même réussi à atteindre les 4,6 GHz à 1,35 volts sans souci du tout. J'ai par contre pas fait de relevé thermique ici parce que la carte mère ne semble pas avoir de sonde à ce niveau-là et moi j'ai pas encore reçu mon matériel pour mesurer la température directement. Mais bon, après 30 minutes de test en Prime 95, j'ai pris mon gros doigt et je l'ai mis sur les VRM et c'était pas plus chaud que ça. On va dire que c'était tiède quoi. T'as quel professionnalisme hein, le test avec le doigt comme ça là. Wow. En tout cas dans le test de Hardware Unbox, cette carte mère est passée sans souci, elle fait partie des plutôt bonnes cartes mères. Donc si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai mis en description. Mais après pour être tout à fait objectif, aux alentours de 200 €, ben, les cartes mères B550 ont tous de plutôt bonnes VRM, et ça toutes marques confondues. Pour conclure, je m'attendais à quelque chose de bien pour cette carte mère et je n'ai pas été déçu. Elle a pas mal d'avantages fonctionnels par rapport à ses concurrents, c'est assez rare de retrouver un Q-code, des boutons et un slot Wi-Fi M.2 pour ce prix-là. On ajoute une connectique arrière qui est assez riche et ça fait un très bon mélange. Mais le gros bémol pour moi quand même, c'est vraiment le manque de BIOS flashback qui va être très utile si vous achetez un Ryzen 5000 et que vous n'avez pas un Ryzen 3000 sous la main qui traîne quelque part. Si vous n'en avez pas, vous êtes bon à piquer suite quelqu'un ou soit d'aller voir en boutique informatique qui vous
fasse la mise à jour du BIOS. Et du coup, est-ce que je recommande cette carte mère? Oui, absolument. Comme je l'ai dit auparavant, c'est une très bonne option pour autour des 200 €. Elle n'a pas du tout à rougir face à une B550 MSI Tomahawk ou encore une Asus Strix ou les cartes mères de chez Aorus. Je la conseille si vous voulez un look un petit peu différent, si vous voulez tout de même vous amuser avec de l'overclocking et vous avez besoin de pas mal de ports USB à l'arrière. Elle s'accommodera très bien aussi sur le table de bench avec ses boutons Power et Reset. Voilà pour cette petite review, la ASRock B550 Extreme 4, dont on n'entend pas autant parler que certains autres modèles sur le marché. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!